juste avant de détailler les impacts, sachant que beaucoup ont déjà été signifiés sur la santé, etc., moi je voulais juste revenir sur un chiffre qui m'a interpellé de la défenseur des droits, de son rapport de 2024, qui disait qu'il y avait une hausse de plus de 53% des appels sur votre plateforme dédiée à la lutte contre les discriminations entre mai et juin 2024. Donc c'était il y a un an, et vous vous en rappelez, c'était la période des élections et de la dissolution aussi de l'Assemblée nationale. Donc avec une augmentation significative des propos racistes, antisémites et islamophobes. Donc si on parle des impacts, on est obligé de parler un petit peu quand même des causes, et dans certaines causes, ça me semble important quand même en tant qu'élu d'une majorité de gauche et écologiste, de aussi balayer devant notre porte. Et donc il y a un sentiment aussi de trahison de la gauche, voilà, sur la question de l'antiracisme. Et c'est un sentiment qu'on a pu noter la parole en direct d'habitants et d'habitantes des quartiers populaires. Et ça contribue évidemment à une forme de distance et aussi ça a un impact sur la santé mentale et physique des personnes concernées de ne pas se sentir représentées, de ne pas se sentir légitimement portées à travers des questions qui les animent au quotidien. Et donc on a tout ce travail-là pour essayer de restaurer un peu de la confiance et réparer. Ça passe, je le disais, par la représentativité. On a effectivement eu un mouvement très important de mobilisation aussi des quartiers populaires pendant cette période. Et au final, la question c'est aussi de se poser combien il y a d'habitants issus des quartiers populaires élus aujourd'hui en France sur les listes de gauche, quelles qu'elles soient des partis de gauche. Et puis derrière ça, c'est quel budget aussi on a eu. Quel budget est attribué aux délégations portées par des élus à l'égalité quand ces délégations existent. Donc un exemple très concret, sur la métropole, on est, je dirais, 3 élus et demi, 4 élus et demi, pardon, ville, métropole, et puis il y a des élus en commune, mais ce n'est pas toutes les communes de la métropole qui ont des élus à l'égalité. Donc ça, c'est la première chose que je voulais poser, et aussi comment les habitants perçoivent notre travail, très centré sur la rénovation urbaine, mais pas assez suffisamment sur la question de lutte contre les discriminations. À cela s'ajoute aussi, ce qui peut impacter aussi les habitants, c'est ce récit dont Johanna a pu parler tout à l'heure, avec la surenchère médiatique, dotée de moyens très puissants, donc un récit colonial, un récit raciste, avec une absence de sanctions sur des délits et des crimes qui sont spectaculaires. Donc je pense là, excusez-moi, c'est pas du tout le bon terme. C'est l'anniversaire de la mort de Naël. Qu'est-ce que ça renvoie chez la jeunesse des quartiers populaires, les habitants des quartiers populaires, quand on apprend que le policier en question est millionnaire, il y a une cagnotte quand même, ne l'oublions pas, et est muté au Pays Basque et va avoir un emploi de bureau, mais toujours dans la police. Qu'est-ce que ça renvoie quand Michel Zecler, la qualification du crime raciste n'est pas reconnue par la justice? Qu'est-ce que ça renvoie aussi à cette population quand on a un attentat islamophobe à l'égard d'Aboubacar Cissé? Qu'est-ce que ça renvoie aussi? La Palestine, le Congo. Donc qu'est-ce que ça renvoie en termes d'imaginaire? Et puis, au-delà de la question des médias et du traitement, en tout cas de l'impunité réelle, des crimes, des délits, des violences discriminatoires, il y a la question de la culture, avec un manque de... Pierre l'a évoqué en introduction, le droit à la langue qui devient un devoir, donc l'obligation d'apprendre le français pour être intégré, et une minorisation des cultures issues des diasporas. Quels sont les moyens qu'on a mis à l'égalité? Donc moi j'interroge toujours le droit commun. Donc quels moyens sont mis en termes de politique culturelle vis-à-vis des cultures issues aussi des quartiers populaires? Ça n'a échappé à personne que, par exemple, le hip-hop, c'est aussi un mouvement politique. Alors certes, contaminé par le capitalisme, voilà, c'est un gros débat, mais ça reste aussi un mouvement historique, avec des déclinaisons aujourd'hui qui font que les musiques qualifiées d'urbaines, c'est un autre débat, sont quand même, premièrement, téléchargées sur les plateformes musicales, et c'est aussi la première industrie culturelle créatrice d'emplois en France. Donc, quelle est la reconnaissance de toutes ces cultures? Et puis d'un point de vue économique, j'ai vu un chiffre dernièrement qui m'a notamment présenté par Pierre Lorty. Yannick Lorty, pardon, excusez-moi.
pour le testing Mélodie, qui disait que 80% des jeunes femmes musulmanes ont moins de chances d'avoir accès à l'apprentissage. D'un point de vue économique, il y a tous ces enjeux de formation, et puis des entraves aussi liées à l'entrepreneuriat collectif. Donc, combien de tiers-lieux en quartier populaire sont portés par des personnes issues des quartiers populaires? Je pose des questions, hein. Je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, nous, ça doit nous interroger en tant que responsables politiques. Et à côté de cela, il y a la jeunesse, la citoyenneté, la parentalité, avec une criminalisation des mères des quartiers populaires, une injonction à être dans la capacité, et également une désenfantisation des enfants. Et tu l'as dit, la jeunesse en danger, voilà, c'est le slogan qu'on devrait avoir. On est vraiment sur un discours sur la jeunesse dangereuse. Donc sans contre-pouvoir des institutions publiques, sans contre-pouvoir associatif, sans contre-pouvoir syndical, évidemment il y a un sentiment d'impunité qui se renforce et qui est plus fort. Donc ça a un impact sur la santé mentale. Les discriminations sont une question de sécurité publique et de santé publique. Donc les auteurs et les autrices de discrimination, je ne parle pas de violence discriminatoire, je ne parle pas de préjugés, voilà, c'est un autre niveau, sont des auteurs, mais sont des délinquants, puisque les discriminations sont des délits. Donc c'est une question de sécurité publique, et c'est une question de santé publique, puisque ça a un impact sur le stress, l'anxiété, aussi la santé physique. Avec, on a pu le voir dans une table ronde extrêmement intéressante organisée par la ville de Rennes sur l'impact, la question de racisme dans la santé, qui a été organisée il y a 2 mois, je ne me rappelle plus exactement, et qui montrait à quel point le racisme pouvait entraîner des maladies cardiovasculaires et également du diabète par exemple. Donc documenté très sérieusement par des médecins, avec un accès aux soins beaucoup plus difficile, avec évidemment cet enjeu des déserts médicaux dans les quartiers populaires. Donc ces personnes sont moins prises en charge, et on a peut-être une responsabilité collective aussi à se former toutes et tous alors j'ai toujours un petit truc, on en a parlé hier, mais c'est la formation de prévention en santé mentale. Voilà, c'est un enjeu, et je pense qu'on devrait se former collectivement à cette formation sur la prévention des risques et la santé mentale. Autre chose que je voulais ajouter, c'est la question du non-recours, on l'a évoqué tout à l'heure, qui crée beaucoup de méfiance à l'égard des institutions. Donc c'est tout l'enjeu de notre travail au niveau de la métropole, on en parlera tout à l'heure sur les leviers, mais de vraiment prendre cette question du non-recours très sérieusement, puisqu'on a certes des différences de traitement, mais on a aussi une distanciation qui se crée très fortement entre les personnes victimes et les institutions, et ça aggrave évidemment les inégalités. Notre observatoire métropolitain nous a démontré qu'un tiers des répondants ne disent pas s'être sentis écoutés dans des lieux d'écoute et dans des lieux aussi publics. Donc je pense notamment, de conseil en tout cas, je pense notamment à la gendarmerie, à la police, aux institutions diverses. Et on a moins de 4% des personnes qui vont voir des associations pour avoir de l'écoute et pour avoir de l'accompagnement à déposer plainte. Donc, évidemment, notre enjeu, c'est de renforcer massivement le soutien des associations qui font de l'accompagnement des victimes de discrimination. C'est de regarder la réalité en face sur les discriminations ethno-raciales. On est beaucoup moins doté d'un point de vue associatif sur le territoire que sur les questions de violences sexistes et sexuelles. C'est absolument pas un reproche. Les associations, je crois qu'on frise le burn-out associatif. Il y a beaucoup de fatigue et d'épuisement. Mais alors c'est comment aussi cette responsabilité collective ne repose pas uniquement sur les associations spécialisées sur la lutte contre les discriminations, mais que tout à chacun on se forme, et vous pouvez compter sur le soutien de la métropole pour accompagner les associations à déployer davantage de formations. Et puis on ne peut pas parler des quartiers populaires et des discriminations sans évoquer le narcotrafic, puisqu'on a aussi pu constater qu'un certain nombre de jeunes qui entrent dans le narcotrafic ont vécu des discriminations au milieu scolaire. Parfois certains ont aussi des problématiques de handicap qui n'ont pas été prises en compte suffisamment dans le parcours. On a aussi des problématiques liées à l'embauche. Tout cela combiné à la précarité, ça fait un cocktail extrêmement savoureux pour les prédateurs que sont les narcotrafiquants.
Et ça alimente surtout aussi un cercle vicieux de stigmatisation vis-à-vis des populations, avec une problématique qu'il faut qu'on regarde aussi toutes et tous ensemble, et c'est important qu'on puisse s'interroger aussi sur les amendes forfaitaires délictuelles. On a quand même des jeunes des quartiers populaires qui ont 5, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros d'amende, des amendes majorées. Les amendes forfaitaires délictuelles, elles ont un impact économique. On a des jeunes qui quittent le pays, on a des jeunes qui n'ouvrent pas de compte bancaire, on a des jeunes qui, évidemment, participent au narcotrafic, puisqu'ils fabriquent un endettement, il faut bien trouver de l'argent pour les payer. Et ce sont des amendes qui sont condamnées par le syndicat de la magistrature, par la Ligue des droits de l'homme, par la Défenseure des droits, par Amnesty International. Donc, si nous avons aussi un travail à faire en coopération entre élus, associations, syndicats, etc., c'est aussi de porter une requête, celle d'une enquête parlementaire. Il faut une commission d'enquête parlementaire sur ces amendes.